Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 69 de la Pause Café, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. On en a beaucoup parlé, on y est, mais on va rien faire de spécial pour cet épisode 69. Bon bah, épisode estival, Arnaud, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, hein. Ça va bien. Bientôt les vacances. Bientôt les vacances, ouais. Ça va Moi, faire du bien. J'ai posé la dernière vis du toit de ma grange il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, donc je suis très fier de moi. Ah, c'est bien. Alors, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de plein de trucs. Alors déjà, on a pratiquement terminé notre outil d'aide à l'investigation assisté par intelligence artificielle. Oh. Bah non, c'est bien. Si vous êtes intéressé par tester ou par voir à quoi ça ressemble et tout ça, n'hésitez pas à nous contacter. On vous organisera une petite démo, tout ça. Avec grand plaisir. C'est super intéressant et il y a plein d'avantages. Alors, en fait, on va parler de ça pour introduire un truc assez marrant. J'ai une discussion avec un copain à moi qui bosse un peu dans le sujet de la qualité. Et lui, il bossait sur les analyses de risque et comment les formaliser dans son QMS. Bon, un sujet absolument passionnant. Grave. En fait, pas très passionnant, mais quand même assez intéressant. Et en fait, on a commencé à discuter sur le fait que ce que tu vas trouver dans les risques que tu vas lister dans ton analyse de risque a priori, donc c'est une analyse de risque a priori, hein, donc tu prends un équipement, un process, un machin, tout ça, tu listes tes risques. Et donc en fait, les risques que tu vas lister là seront finalement les dangers des... une partie seront des dangers, une autre partie seront des risques, des déviations qui vont se déclarer plus tard dans ton processus. Ok. En gros... si t'as fait une bonne analyse de risque et que t'as mis les actions de mitigation qui vont bien, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de déviation alors. C'est un peu ça. Putain, je t'entends un peu en décalé, Arnaud, c'est marrant. C'est pas grave, de toute façon on peut rien y faire. Et donc, mais c'est un peu ça. Mais alors du coup, justement, c'est ça qui était super intéressant. Et c'est là où, en fait, finalement, cette discussion a été ultra intense en théorie. En réflexion. Parce que, en fait, effectivement, dans ton analyse de risque, tu vas avoir d'un côté des dangers. Selon la hauteur dans laquelle tes risques qui vont être dans le process, ça va être soit des dangers, soit des causes. Parce qu'en fait, finalement... tu vas avoir, imaginons que ce soit un truc assez bas dans le process. Par exemple, ce que je lui ai dit, c'est imaginons que tu as une granulométrie de tes poudres qui est trop importante. Donc là, tu vas avoir des problèmes derrière dans ta granulation, et si tu ne le détectes pas, peut-être tu vas avoir des problèmes dans ta compression. Tu vas avoir par exemple peut-être des comprimés qui vont être pas assez durs. Et donc là, ton danger finalement que tu détectes après au quotidien de ta production, c'est on a finalement un problème avec des comprimés pas assez durs. Et en fait, c'est un risque que tu avais identifié dans ton analyse de risque en disant si on a une granulométrie trop importante de nos poudres, ça pourrait engendrer des comprimés pas assez durs. Et on va mitiguer ce risque par des analyses à réception de la granulométrie. Et si jamais tu as une déviation, genre ton technicien, il fait mal, je sais pas moi, il y a un problème, il met le mauvais programme dans son truc laser là, et donc finalement il déclare la granulométrie conforme alors qu'elle ne l'est pas, il libère le truc, toi tu l'utilises, t'as un problème, t'as des problèmes, tu finis par des comprimés trop mous. Et donc en fait finalement quand t'as ta déviation là, ce qui est ultra intéressant, c'est le feedback que tu peux faire sur ton analyse de risque. Et ce qui est trop marrant, c'est finalement pour le choix des CAPA. C'est là où j'étais, waouh, c'est trop intéressant. Parce que finalement, le choix des CAPA, soit la cause que tu as trouvée, c'était un risque que tu avais identifié dans ton analyse de risque. Et donc, finalement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes ton action de mitigation et que tu la remettes d'aplomb pour dire, en fait, ce truc-là, il y a un problème avec ce truc-là, il faut le remettre un peu d'aplomb. Soit c'est un tout nouveau risque que tu n'avais pas identifié. Et là, du coup, c'est une CAPA qui va être plus importante parce que c'est la création, finalement, d'un nouveau système de contrôle de détection, quoi.
Intéressant, très théorique, si je puis me permettre. Je suis curieux de voir comment après tu le fais vivre ça en pratique dans le quotidien des gens qui sont sous l'eau dans leurs investigations et comment est-ce qu'ils ont accès à tout ça. Et bah, C'est intéressant. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et en fait, après, j'y ai repensé. Ça m'étonne pas. Après, j'y ai repensé finalement avec justement notre outil de structuration des investigations. Donc, tu obtiens finalement derrière une investigation avec derrière bah, voilà, les risques identifiés, les impacts identifiés et bien structurés, tu vois. Et finalement, parce que c'est un truc qui manque aussi, hein, les analyses de risque, enfin en tout cas, les analyses de risque de process. Oui, derrière. proactive, quoi. Enfin, a priori. A priori, voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, finalement, quand tu fais tes investigations et que tu les ordonnes de manière structurée dès le départ, eh bien, l'air de rien, au bout de 6 mois, 1 an, tu vas pouvoir extraire tous les risques identifiés de tes déviations, derrière qui ont été soit des impacts, soit non, et derrière avec des CAPA qui ont été mis en place, soit non. Et finalement, cette extraction des risques devient ton analyse de risque, finalement quasiment, enfin ton analyse de risque actualisée de ton processus. Du genre, dans mon processus, voilà tout ce qui va pas sur l'année qui vient de passer. Voici tous les risques qui sont présents. Et dans tous ces risques qui sont présents, voilà, donc là tu peux les recoter hein, si tu veux, et derrière après mettre finalement des mesures, enfin des actions pour le contrôler. Et ça, je pense que c'est peut-être une nouvelle façon de fonctionner qui est super intéressante, qui est super intéressante pour en tout cas les analyses de risque, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant et ça me fait penser. On a des sites ou des sociétés pharmaceutiques qui ont des bonnes bibliothèques de process, on va dire, avec les process, les étapes, blablabla, les paramètres et les risques ou qu'est-ce qui se passe si ce paramètre il dérive ou qu'est-ce que ça peut engendrer si ce paramètre il dérive. Donc c'est un peu ce que tu expliques. Et quand on a ça et que là on le relie à l'IA d'investigation, putain, c'est méga puissant quoi. Après, il n'y a pas beaucoup de sites qui ont ça, mais quand on a ça, on peut aussi avoir des super éléments pour encore plus booster l'investigation, quoi. Et là, on butait un peu, c'était comment faire justement dans le quotidien des personnes, comment les faire sélectionner le bon risque. Parce que tu sais, du coup, soit tu offres une bibliothèque de risques existante et puis lui, il vient sélectionner un peu le risque, le risque parmi toute cette bibliothèque. Mais alors, pour sélectionner le bon, vas-y, quoi. Soit finalement tu le redéfinis a posteriori quoi. Enfin, tu lui fais mettre ce qu'il veut et puis après bah, à fonction du produit, du process et puis bah, du risque qu'il a mis, tu arrives à faire une seconde analyse qui va après retrier sous forme d'une espèce de Pareto quoi. Intéressant. C'est pas mal ça. C'est pas mal mais du coup je sais pas si tu as fait attention quand même sur cette histoire d'action. En vrai, tu sais, là, quand je t'avais dit, là, il y a quelques minutes, où si jamais le risque identifié fait partie de ton analyse de risque a priori, pour laquelle tu as mis un moyen de contrôle, et bien en fait, par rapport à une déviation où c'était pas un risque que tu avais identifié avant, en fait, cette déviation où tu as déjà identifié un risque et tu as déjà mis un moyen de mise sous contrôle, ça veut dire que ton moyen de contrôle a dérivé. Oui, et donc pour le choix, ça aurait dû détecter quoi. Comment ? Enfin, ça aurait dû contrôler le truc et t'aurais pas dû avoir ta déviation quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Mais en fait, finalement, pour le choix de l'action, c'est là où tu peux te poser la question, est-ce que notre moyen de contrôle était suffisant ? Oui, non. Et si on pense toujours qu'il était suffisant finalement, en fait, c'est remettre finalement ce moyen de contrôle sous contrôle, et ce qui finalement en termes de choix de CAPA, c'est beaucoup plus facile quoi. Ouais, mais tout ça me paraît encore une fois un peu théorique dans l'idée que ça nécessite une maturité dans ta compréhension de tes process qu'on ne voit pas tout le temps.
Ouais, bah Alors, ça ça veut pas dire que les gens ne le comprennent pas, machin, etc., mais que c'est pas formalisé et que tu retrouves pas ces éléments facilement. Et franchement, dans 95% des sites, hein, enfin, je suis désolé, hein, je dis les choses, hein, mais et du coup, le travail préliminaire pour pouvoir mettre ça en place, je sais pas s'il y a beaucoup de sites qui l'ont fait ou qui le feraient. Bah, c'est ce que je dis, tu sais, je lui dis, bah, tu vois, là, on est là en train de discuter de nos trucs, en disant, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Alors, quand tu prends le gars, tu sais, qui a la déviation toute pourrie ou le marquage sur le truc, il a pas été Ouais. fait, et puis, bah, finalement, il conclut que, bah, c'est une erreur humaine, et puis il passe à la suivante parce qu'il en a 2000 dans son année. Enfin, Ben voilà. il en est Non, un mais petit, ça c'est la réalité. il en a un Ça milieu c'est de se la poser réalité. la question, bon, alors le risque, on l'a déjà identifié. En fait, on est là, et toi, tu dis, on parle de choses de là, il faudrait déjà qu'on arrive à peu près là, quoi. Tu vois, Mm. on est très bas, ce que tu présentes, c'est très haut, faut qu'on soit un peu au milieu déjà. Donc, bon voilà, en tout cas, c'était une discussion assez intéressante qui peut peut-être inspirer des outils ou des choses à faire, notamment justement sur, moi ce que j'ai trouvé super cool, en tout cas, c'est sur l'identification des risques et Ouais. finalement, une fois qu'ils sont en fait exploitables, enfin inscrits quelque part de manière exploitable, c'est-à-dire dans un champ bien spécifique qu'on peut retrouver et extraire, eh bien, je pense que l'ensemble de ces risques identifiés sur l'ensemble des déviations ou des événements slash déviations sur une période de 6 mois, peut être un super outil pour finalement identifier soit des signaux faibles, soit finalement des dérèglements du process. Assez intéressant quoi. Et pas que, parce que du coup aussi, quand tu as une déviation, quand tu déroules la démarche danger, risque, impact, au moment où tu as dans ta liste tes risques, tu te poses la question de quelle action je mets en œuvre pour vérifier si mon risque il est réel et donc c'est un impact ou s'il n'existe pas et donc c'est bon. Mm. Et après, quand c'est un impact, quelle action je fais pour lever mon impact? Si tu as l'historique de tout ça, derrière, tu peux plus facilement réutiliser les mêmes actions de identification du risque et de gestion de l'impact parce que bah, tu l'as déjà fait. C'est pas pareil que de mener les mêmes, enfin d'identifier les mêmes causes, parce que peut-être que ton investigation de cause, elle était pas ouf, mais globalement, les impacts, même sans méthode aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on dit, les sites, ils y arrivent bien, avec plus ou moins d'efforts, mais en gros, à dire, ok, j'ai tel risque, je vais le vérifier comme ça, et au moins, comme ça, si tu as tout ton historique, tu peux être plus efficace là-dessus, quoi. Mm. Puis aussi, quels risques sont vraiment transformés en impact. Alors ça c'est Mm. pareil, c'est assez intéressant dans le sens où a priori tu identifies des risques comme très peu probables, Mm. par exemple. Et Mm. du coup, si jamais dans l'année, tu en as trois quatre qui se sont affichés, enfin tu sais, qui sont arrivés, Ouais, qui sont, ouais, bah du coup ce risque ça il est change la probabilité, plus du quoi. tout Il est très peu plus, probable. Et donc ouais, derrière dans ton analyse de risque, bah du coup faut le mettre en plutôt très probable ou probable. Et derrière ça devient un risque qui passe de parfois négligeable à critique quoi. ouais, complètement, ouais, je suis d'accord. Intéressant. J'ai eu le cas là justement il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours avec un autre client là où finalement on était en train de classifier des déviations et ils me disent bon bah voilà ça c'est enfin en fait ça vient sur la connaissance enfin là c'est plutôt sur la connaissance du process où ils me disaient bon bah voilà ça si on détecte ce truc là et qu'on est sûr qu'ils sont gros bah il n'y a pas de risque patient par contre si on connaît pas la Mm. taille là il y a risque patient. Ok, très bien. Mm. Et derrière, après, ils me disent bon bah ça arrive enfin ça arrive assez souvent. Et derrière, ça arrive assez souvent. Et puis derrière, on le détecte assez mal, quoi. Mm. Mm. Et là, bah du coup, tu sais, on regarde après le truc, bah ça fait critique. Genre ouais, mais attends, on va pas faire des investigations critiques pour ce truc-là qui arrive tout le temps. Genre, Mm. attendez, vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de dire. C'est un truc qui a potentiellement un impact patient, qui arrive tout le temps et que vous détectez bof. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire des grosses investigations. Alors, même si vous arrivez bien à gérer l'impact au quotidien, si vous en avez, je sais pas moi, 8 par semaine, au bout d'un moment, Ouais. ça fait 400 déviations par an sur un truc qui est quand même potentiellement grave. Alors, soit, faut aller vous reposer la question, aller voir les experts pour dire, ok, ces trucs-là, est-ce que il y a des étapes derrière qui permettent Ouais, de qui fait tout que ça enlever, arrive pas jusqu'au patient, quoi. Mm. voilà, de tout enlever et finalement, c'est pas aussi grave que vous le pensiez et du coup, ok. Mais si c'est comme vous dites et que bah, globalement ça varie tout le temps, c'est chiant quoi.
Enfin, il faut faire quelque chose contre ça, quoi. Ouais, et puis c'est chiant, puis un jour, il y en a un qui va passer au travers du trou de la raquette, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est super critique. Mais voilà, donc c'est cette connaissance du process finalement où quand tu connais pas ton process, t'as tout de suite envie de dire ah c'est super grave. Enfin, en fait quand tu sais pas, voilà, quand tu sais pas, tu vas mettre beaucoup plus grave que ce que tu penses. Alors que finalement, c'est pour ça que je dis, bah, allez voir, trouver l'expert, le gars qui a fait les analyses de risque chez vous, posez-lui la question, est-ce qu'il y a des moyens qui vont permettre d'éliminer ça plus tard, est-ce que, enfin voilà. Et derrière, après, on recode derrière avec ces bonnes informations. Et la prochaine fois, vous vous poserez plus trop la question, quoi. Oui, mais le monsieur qui a fait l'analyse de risque, il est plus chez nous depuis 5 ans. Ah. Ah, comment on fait? Mm. Ouais, bah là, c'est là, du coup, critique et puis investiguer jusqu'à comprendre, jusqu'à tant Voilà, que vous sachiez, exactement. quoi. Gérez bien votre turnover. Donc, pour en revenir à notre sujet d'investigation, donc d'aide à l'investigation assistée par intelligence artificielle, comment ça marche notre truc alors? Parce qu'on en a déjà parlé pas mal sur plusieurs épisodes, et finalement Ouais, les épisodes qu'on a fait, on a concrétisé le truc, et c'est ça ça. marche plutôt bien. Ouais, ça marche même carrément bien en fait. Et bah, moi déjà, ce que j'aime bien, c'est, enfin, après c'est nos postulats de départ, hein, c'est de dire, on a deux postulats de départ, donc il y en a un, je te laisserai toi sur l'indépendance des données historiques, je te laisserai disserter là-dessus, mais le premier postulat, c'est de dire, on voulait pas d'une IA qui fasse l'investigation à la place d'eux, on voulait une IA qui aide l'investigateur, donc c'est un compagnon en fait, c'est un peu le docteur Watson de Sherlock Holmes qui aide l'investigateur dans les étapes de son investigation, qui va d'abord demander à l'investigateur de se positionner, qui ensuite va pouvoir lui ouvrir l'esprit et identifier d'autres éléments qu'il n'a pas forcément identifiés, pour ne pas trop mâcher le travail de l'investigateur. Alors on pourrait se dire oui, mais comme ça c'est plus efficace. Oui, ok, mais à un moment donné, il y a aussi des choses à aller récupérer sur le terrain, des choses à comprendre sur le terrain que l'IA ne pourra jamais voir ou entreapercevoir. Enfin, jamais. Allez, peut-être. On ne sait pas comment ça va Pas évoluer dans tout les 6 ça. prochains mois. Bon, voilà. Pour le moment, on n'en est pas là. Et du coup, il faut quand même que les investigateurs gardent une certaine expertise. Mais par contre, il faut qu'ils soient aidés par leur docteur Watson, quoi. Et ça, c'était vraiment important et ça marche vraiment bien, quoi. Et c'est un bon exemple, l'air de rien, parce qu'effectivement, Sherlock Holmes, tu vois, il part souvent dans tous les sens, il va chercher plein de trucs et tout, et puis Dr. Watson lui remet un petit peu sur les rails du problème en question, quoi. Exactement. Et Et c'est c'est exactement top, ce ouais. que fait cette IA, quoi. Exactement. Et elle Et, a j'allais dire, et ça non, apporte vas-y. enfin, moi, je suis bluffé surtout par la rigueur que ça t'apporte, Ouais, ouais, parce que des fois, tu sais, en fait, on a tous nos trucs, mais ça, c'est évident. Et en fait, ouais. ah non, c'est peut-être bien de le préciser quand même dans le QQCCP que ça, c'était pas Mm. forcément, enfin, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, Que c'est pas tout le monde le évident sait pour tout le pas et monde. que faut le marquer, quoi. Et donc, ça te Et, rappelle. et, et c'est une rigueur qui t'est imposée par ton compagnon, par ton docteur Watson, mais sans que tu te retrouves à passer 3 ou 4 fois plus de temps à faire ton investigation. Parce que ça, c'est vrai, hein. On va pas se mentir. Pourquoi est-ce que les gens sont pas rigoureux? C'est pas parce qu'ils ont pas envie de le faire. C'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils ont encore 2000 déviations, là, qui vont arriver dans l'année à traiter. Et donc, ils ont pas le temps. Mm. Et donc, en fait, cette IA, elle va leur faire gagner du temps de réflexion, De charge mentale. de formalisation aussi, parce que ça, c'est Mm. ça aussi, ça c'est un truc. Combien de fois, nous, quand on déploie notre méthode de coaching, là, on se bat avec les personnes qu'on coach à dire construisez votre rapport au fur et à mesure. La méthode, elle est faite pour que vous puissiez construire le rapport au fur et à mesure, s'auto-alimenter au fur et à mesure. Là, l'IA, elle te le fait. Donc en fait, tout le temps que tu fais ton investigation ou tu échanges avec l'IA, à la fin, ton rapport, il se construit au fur et à mesure. Et Mm. ça, c'est trop bien. Tu gagnes un temps fou. Tu te retrouves pas à faire ton investigation, puis faire ton rapport. C'est tout se fait en même temps, quoi. Mm. En répondant aux questions, ouais. Mm. Et donc, Exactement. ce qu'on disait par rapport à l'indépendance des données, en fait, c'est que tu te rends compte finalement que
enfin, je trouve, hein, que chaque investigation finit par être un peu unique à sa manière. Et donc, en t'inspirant des données qui existent déjà, ça va introduire, je trouve, un premier problème dans le sens où, ok, c'est pas parce que les 10 dernières fois où tu as rencontré un truc un peu similaire, bah, cette fois-ci, ça va être la même conclusion et ça va être les mêmes impacts, etc. Donc ça, c'est un premier truc. Et surtout, bon, on peut penser ce qu'on veut, hein, mais si vous regardez, si vous regardez les données qui sont chez vous, en vrai, hein, Oh, les petites pincettes. est-ce que vous confieriez votre vie aux données qui sont dans votre truc? Non, mais c'est vrai, ça dépend des différentes personnes qui les ont remplies, surtout sur les investigations. En fait, les investigations, il y a des champs où des fois il y a une phrase, des fois il y a un pavé, et c'est très hétérogène. Surtout avec le QMS justement, où bah, ça correspond pas à la méthode de chacun, et derrière, enfin, c'est très, très, Et pour très aller différent, dans quoi. ton sens, là où tu as pris des pincettes, et moi je vais prendre un peu moins de pincettes, je trouve que ça fait 15 ans que j'accompagne des sites, et je vois que la qualité des investigations se dégrade quand même, je suis désolé. Moi je me rappelle de sites où je coachais il y a une dizaine d'années, on cherchait à optimiser l'efficacité, parce qu'il y avait des gens qui passaient des heures de malades. Ils avaient la capacité pour le faire. Ils faisaient des super investigations, mais ils s'éparpillaient. Mais par contre, leur investigation était top. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est peut-être pas valable pour tous les sites, mais disons que les derniers sites que j'ai en tête depuis ces dernières années, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de déviations et qu'il y a de moins en moins d'investigateurs et que du coup, on investigue de moins en moins bien. Mm. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu cash. C'est mon avis, c'est ce que je ressens. C'est pas partout pareil, mais du coup, forcément, bah en fait, tout ça va jouer si on n'est pas indépendant des données historiques, ça va jouer sur ce que peut renvoyer l'IA si on se base sur des données qui sont pas très bonnes, quoi. Et encore une fois, t'imagines l'IA qui va chercher dans tes anciennes investigations. Bah, toi qui as tes 2000, t'as tes 150 déviations à traiter dans le mois. Bah, Mm. enfin, si jamais on te fournit Ouais, un tu vas truc pas un peu réfléchir. Hein. tout d'un coup Ouais. direct, c'est genre, ouh, Bah allez, hein, vas-y, ok, hein, on va ok, dire que c'est ok, ça, quoi. entrée. Voilà. Tandis que nous, ce qu'on propose, il faut répondre aux questions pour passer à la suite, quoi. Enfin, tu vois. Mm. Et les Mm. questions, c'est pas genre, enfin, et les questions, c'est des trucs où il faut aller vérifier. Et tu vas Mm. chercher, quoi. Mm. T'as pas le choix. Si tu veux que c'était un truc cohérent à la fin, c'est basé justement sur une méthode d'investigation et non sur des données. Et c'est ça Ouais. qui fait finalement, je trouve, hein, l'efficacité des trucs, quoi. Et il y a un truc aussi, je pense, qui nous a aidé énormément dans la structuration de cette IA, c'est la méthode d'investigation. C'est la méthode élémentaire, parce que ça fait maintenant bientôt 10 ans avec, enfin, pas tout à fait, mais avec l'Académie de la qualité efficace qu'on dit la méthode élémentaire, pas à pas, avec des outils qui s'articulaient les uns avec les autres, c'est cohérent, etc. Et qu'on se base sur le fait de arrêter de donner une boîte à outils à des investigateurs, ils savent pas quel outil quand utiliser. Si tu donnes une approche boîte à outils à une IA, tu auras toujours ce truc de qu'est-ce que j'utilise quand. Alors que avoir une méthode pas à pas avec un chemin de fer à suivre, bah du coup pour structurer ton IA, c'est quand même beaucoup plus simple aussi, hein. Mm. On va pas se mentir, Exactement, hein. ouais. Mm. Bah ouais, on a misé sur le bon cheval avec cette approche-là finalement. Mais bon voilà, enfin, de toute façon, c'est de la logique pure et dure, hein. Même que si c'est plus simple pour les investigateurs d'avoir un chemin de fer à suivre avec des outils pas à pas, les uns après les autres, on va plus ou moins loin, versus tiens, t'as plein d'outils, choisis ce que tu veux, bah ça sera pareil pour l'IA, ça sera plus facile, quoi. Mm. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est, moi je trouve, hein, enfin, je reviens là-dessus, le QQCCP, il y a plein de Ouais, gens, ça enfin, c'est il y a incroyable. plein de boîtes qui misent beaucoup d'argent sur la formation de tout le monde au QQCCP, tout ça, pour uniformiser le remplissage. Les gens n'ont pas envie, les gens n'ont pas le temps, tout ça. Ouais, les opérateurs sur ligne allaient écrire des phrases dans un formulaire alors qu'ils doivent suivre la ligne, etc. Et puis en plus,
Enfin voilà, des fois ils font des fautes de français, et puis ça les gêne, et puis ça les saoule. Enfin, moi je le comprends, hein, franchement. Mm. Et on va les former à leur expliquer ça, et puis le jour où ils sont face, en plus, ils vont pas faire des QQCP forcément chaque personne tous les jours, donc d'une fois sur l'autre, ils vont se dire ah attends c'est quoi déjà machin, oulala, c'est relou quoi. Et là, c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et en plus, bon après, on va pas entendre, mais derrière, enfin, tu mets ça en place, tu donnes un accès à finalement à tout le monde. Derrière, ça aide à remplir le truc. Et vu que il y a aucune décision qui est prise par finalement le chatbot ou l'IA, et bien derrière, ça va te faire un QQXCP qui est validé par la personne qui l'a rempli et qui derrière après est envoyé à qui doit le traiter quoi. Donc finalement, t'as rien derrière qui a besoin de. Enfin, il n'y a pas de décision qui est prise par l'IA, il n'y a rien du tout. Donc, c'est ultra facile à mettre en place. Ça aide énormément aussi bien les gens sur le terrain que derrière les gens qui doivent évaluer la criticité et commencer l'investigation derrière, quoi. Donc, franchement, enfin. Et c'est chatbot, comme tout le monde l'a déjà vu dans ChatGPT, tu peux lui parler avec un micro, quoi. Donc t'as même pas besoin d'écrire pour les opérateurs. Imaginez juste ça, quoi. Tu dis ce que t'as vécu, ce que t'as vu, ce que t'as machin. Elle te pose des questions, tu lui réponds. Elle te pose plusieurs questions au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle estime que le QQOQCP est assez complet. Et toi, tu lui réponds à l'oral, t'as rien à écrire. Ah, c'est du bonheur pour les opérateurs. C'est du bonheur et puis c'est de la rigueur, c'est de l'uniformisation. C'est vraiment ultra intéressant et c'est très facile à déployer quoi. Bon après et même moi, enfin en vrai comme je dis, même moi je fais de meilleurs QQXCP avec ça, franchement. Alors que je pensais pas que c'était possible. Oh, monsieur a les chevilles qui gonflent. Je suis un pro du QQOQCP, moi, pourtant. Ça m'a dégonflé les chevilles. Ouais, effectivement, je pouvais faire mieux. Non, puis non, mais c'est clair. Ça dépend de comment on t'explique le problème. T'as l'impression. C'est ça en fait, le QQCP. Il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que le QQCP peut être merdique. En fait, ça dépend de qui va te l'expliquer. Si le gars qui arrive avec le QQCP merdique, il s'y connaît vachement dans le process et il t'explique un truc, bah du coup tu vas dire ouais bon bah ça va. Mais en fait, tu passes le QQCP à un autre qui a pas l'explication du gars. Putain, en fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris, ouais. Voilà. Et donc, en fait, tout le challenge, c'est d'avoir le QQXCP bien avec l'explication, avec tous les éléments dedans, quoi. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que derrière, ça te facilite la première étape de l'investigation, c'est que ça va te faire directement le paragraphe intelligible. Donc, c'est-à-dire qu'il va te résumer le QQCP en un petit texte compréhensible qui est directement prêt pour te mettre dans le bain de ton investigation, quoi. Et ça, pif, c'est encore 5 minutes de gagner, quoi. Enfin, si tu prends... si tu prends 5 minutes, t'es gentil, hein. Moi, je pense que c'est plus que ça, parce que t'as ton QQCP. Déjà, il y a plein de gens qui vont même pas faire une description synthétique issue du QQCP. Et si t'as pas le choix que tu dois le faire dans ta méthode, déjà, juste de dire, alors attends, le fait de commencer à écrire, déjà, t'as perdu 5 minutes. Après, de l'écrire, de corriger, de machin, franchement, le quart d'heure, il y passe. Hein. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est 1 heure selon la police, 5 minutes selon les syndicats. Voilà. Ou le contraire. Je considère plus le syndicat que la police, mais bon. Non, parce que je pense que moi j'allais dire c'est 5 minutes selon le management et 1 heure selon les investigateurs quoi. Faire une description c'est facile, ça se fait en 5 minutes. Et les autres non mais attends, t'imagines nous on met bien 1 heure hein. Tu vois, bon, je pense qu'on en reparlera un petit coup et puis on fera quelques vidéos sur le sujet pour vous présenter du coup tout ça. là ça sera moins fun en podcast mais il faut qu'on montre. Puis on essaiera pareil, c'est en cours de déploiement chez certains clients, c'est en cours de test chez des clients, donc c'est pareil, on essaiera d'essayer de vous montrer des comptes rendus ou des trucs comme ça, anonymisés, enfin bref, il faudrait qu'on essaie de voir. En tout cas, si ça vous intéresse déjà rien qu'à la théorie, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur LinkedIn ou par mail, ça, on est facile à trouver un peu partout. On y croit et c'est pareil. Équipez tous vos Sherlock Holmes de leur Dr Watson.
Voilà, c'est du coup tout le développement est fait, donc c'est pas très onéreux non plus. Le coût d'entrée est très faible, hein. En gros c'est parti quoi. Ouais, exactement. Voilà. Ça fait 30 minutes, donc bon, je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais, moi je pensais bien. On se fera une petite prochaine session avec présentation en live et en vidéo. Trop bien. Donc merci à tous de nous suivre et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, à très vite.